Stéphane de Kersmaeker, porte-parole adjoint de la Commission européenne, déclare à la presse ceci. Nous avons une position très directe et très claire sur cette question. Le président Zelensky a été légitimement élu lors d'élections libres, équitables et démocratiques. Il ne peut y avoir de solution pour l'Ukraine sans l'implication de l'Ukraine et de l'Union européenne. La sécurité de l'Ukraine est la sécurité de l'Union européenne. Le même jour, le Premier ministre britannique Keir Starmer apporte son soutien à Vladimir Zelensky comme dirigeant démocratiquement élu de l'Ukraine. Selon un communiqué de Downing Street, siège du Premier ministre britannique. Le Premier ministre a exprimé son soutien au président Zelensky en tant que dirigeant démocratiquement élu de l'Ukraine. Source https://fr.euronews.com/. Ce que je pense. Au monde, il existe autant de systèmes politiques qu'il existe de pays membres des Nations Unies. Mais on peut les regrouper en deux groupes principaux. Le premier conduit par les États-Unis de démocratie libérale qu'on appelle des États de droit, basés sur les droits individuels, et l'autre groupe, guidé par la Chine, avec le système communiste qui porte un projet collectif à la recherche du bonheur et de la prospérité partagée. Si dans le modèle chinois, la sélection des politiciens est basée sur le mérite, dans le système américain, le choix et la promotion des élites sont basés sur les votes des citoyens. Si en Chine, on peut penser que Xi Jinping a été désigné président parce que son parti a jugé qu'il était le plus intelligent pour occuper ce poste, aux États-Unis, on peut être d'accord ou non avec les idées de Donald Trump, le seul fait qu'il a été choisi par les citoyens des États-Unis lui donne une crédibilité qui le rend puissant à tous les égards, puisqu'il parle désormais au nom de tous les Américains, en vertu du seul vote national du 6 novembre 2024. Le modèle politique qui prend le nom de démocratie libérale est ainsi rythmé par les échéances électorales qui fixent le curseur de la vie politique. Le mandat de Zelensky comme président de la République d'Ukraine est expiré depuis le 20 mai 2024. Mais il ne veut pas se soumettre aux nouvelles élections prétextant que le pays est en guerre. C'est la preuve qu'il ne connaît même pas le modèle politique dans lequel il est. Il a volontairement éloigné son chef d'état-major Zaloujny qui était pressenti d'avoir la faveur dans les sondages pour le nommer ambassadeur de l'Ukraine au Royaume-Uni. C'est justement parce qu'il y a la guerre et qu'au moment où on l'a voté en 2019, ce n'était pas pour entrer en guerre, qu'il est obligé à un moment donné ou à un autre de demander l'avis des Ukrainiens. Durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qui est arrivé à deux pays, le Canada et le Japon. D'abord le Canada. En 1940, au moment d'être élu Premier ministre du Canada, William Lyon Mackenzie King n'a pas dit aux populations qu'il va entrer en guerre, encore moins qu'il va procéder à une conscription. Le 27 avril 1942, il organise un référendum pour demander l'avis des Canadiens avant d'entrer en guerre. L'introduction de la conscription est approuvée par 64,5% des votants. Elle est approuvée dans toutes les provinces sauf une, le Québec, où le référendum est rejeté avec un taux massif de 72,1%. Mais malgré ce score sans appel, le gouvernement de William Lyon Mackenzie King n'introduit pas la conscription avant novembre 1944, quand la guerre est presque terminée. 3 jours plus tard, le 30 avril 1942, c'est au tour du Japon en guerre d'organiser les élections. En 1940, au début de la guerre, les partis politiques avaient été obligés de se réunir sous une forme d'associations de soutien à l'autorité impériale. Mais comme les choses allaient devenir plus sérieuses avec l'entrée en guerre des États-Unis, avant de poursuivre la guerre, le général Hideki Teiji demande l'avis des Japonais en renouvelant le Parlement japonais. Les candidats de l'association raflent presque tous les sièges au Parlement. L'opposition doit se contenter de 18% des sièges. Parmi eux, il y a le très populaire antimilitariste Takao. Le général Hideki Teiji demeure Premier ministre. Maintenant, il jouit d'une forte légitimité pour aller combattre contre les militaires américains qui stationnent dans l'océan Pacifique. Tout cela parce que ce sont des pays qui ont fait le choix du modèle dit de démocratie libérale. En retournant même encore plus en arrière dans le temps, on a le cas des États-Unis même qui vont voter pendant la plus meurtrière guerre qui se soit déroulée sur leur terre, celle qui a pris le nom de la guerre de sécession. Le 4 mars 1861, investiture d'Abraham Lincoln comme 16e président des États-Unis. Il y restera jusqu'à son assassinat en 1865. Il trouve une situation déjà complexe. Cet État du Sud ont formé les États confédérés d'Amérique avant sa prise de fonction. 1 mois et 8 jours après son investiture, le 12 avril 1861, c'est le début de la guerre de sécession avec la bataille de Fort Sumter en Caroline du Sud,
par les forces de ces États confédérés d'Amérique qui sont rejoints par 4 nouveaux États après cette bataille de Fort Sumter. 3 jours après, le 15 avril 1861, Lincoln déclare l'état d'insurrection. Il procède à la levée d'une armée de 75 000 volontaires. Le même jour, les États de Virginie, Caroline du Nord, Tennessee et Arkansas font sécession. Comme Zelensky en mai 2024, en novembre 1864, le mandat de 4 ans de Lincoln est terminé. Nous sommes toujours en pleine guerre de sécession, avec 11 États qui ont fait sécession: Caroline du Sud, Mississippi, Floride, Alabama, Géorgie, Texas, puis Virginie, Arkansas et Caroline du Nord, qui ne participent pas aux élections. L'élection présidentielle américaine de 1864 se déroule avec seulement 25 États qui participent à la désignation des grands électeurs. Abraham Lincoln, issu du Parti républicain mais présenté par le Parti de l'Union nationale, est candidat à sa propre réélection au poste de président des États-Unis et pour recherche l'Union nationale pour un plus large consensus face à la guerre. Il choisit un démocrate, Andrew Johnson, pour mettre comme son vice-président. Les deux affrontent George McClellan et son vice-président, George H. Pendleton. La réélection de Abraham Lincoln est un triomphe. Il est soutenu par les républicains et une partie des démocrates qui approuvent la façon dont il conduit la guerre. Il a 2 218 388 voix, dont 212 grands électeurs, contre son adversaire du ticket McClellan Pendleton qui obtient 1 812 807 voix, c'est-à-dire 21 grands électeurs. Le 4 mars 1865, Abraham Lincoln est investi pour un deuxième mandat avec son vice-président, le démocrate Andrew Johnson. Un mois plus tard, Abraham Lincoln jouit de la pleine légitimité populaire pour mettre fin à la guerre. Le 9 avril 1865, capitulation des Confédérés. La guerre de sécession est terminée. 15 avril 1865, assassinat du président Lincoln à Washington. Il a 56 ans. De Jean-Paul Pougala.